Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici donc, pour cette table ronde d'1 heure qui va notamment traiter de la question des déserts de sel en Amérique latine avec le titre qui apparaît juste derrière nous, les déserts de sel latino-américains, marge mondialisée de la transition énergétique. Donc pour cette table ronde, nous avons 3 intervenants. Nous écouterons Marie Forget, au centre, qui est enseignante-chercheuse à l'université Savoie-Mont-Blanc et membre du laboratoire Editem. Ses recherches portent sur l'exploitation et notamment la préservation des ressources, notamment à travers les liens entre les mines, les questions liées à l'eau et l'énergie. Et ces terrains d'études sont, entre autres, centrés sur les Andes, et notamment la Colombie, la Bolivie et le Chili. Nous écouterons également Vincent Boss, qui est géographe, post-doctorant à l'Université de Lorraine, membre du laboratoire Géoressources de l'UMR 7359 de l'École des Mines. Vincent Boss travaille notamment sur la transition énergétique à l'aune du lithium, au Chili, en Argentine et en Bolivie. Il a effectué de nombreux terrains, notamment pour ses recherches, dans ces 3 pays, dont le dernier, notamment en mai dernier au Chili, qui fut financé et soutenu par le LABEX Ressources 21. Enfin, nous aurons également le plaisir d'écouter Sébastien Velu, qui est professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique. Sa thèse portait en l'an 2000 sur le fédéralisme argentin. Il travaille actuellement sur les liens entre territoire et énergie en Amérique latine. J'en profite également pour signaler aux étudiants qui prépareraient des concours de l'enseignement, dont l'une des questions à l'heure actuelle porte sur l'Amérique latine, qu'il est l'auteur du manuel Amérique latine paru chez Armand Collin, que vous pouvez retrouver sur le Salon du Livre. Bien, donc nous allons commencer par 3 petites présentations introductives, notamment en découpant le titre en 3 morceaux. Nous allons d'abord écouter Marie Forget, qui va nous présenter les caractéristiques de la transition énergétique. Bonjour à tous, j'en ai rapidement. Alors on ne voit pas grand-chose de la carte, qui pourtant s'affiche parfaitement là. C'était une diapo pour vous présenter en bon géographe, de commencer par une carte de localisation de ces déserts de sel, donc qui sont situés à la triple frontière entre le nord de l'Argentine, le sud de la Bolivie et le nord du Chili, qui sont connus ou qui ont été replacés au centre des regards actuellement, puisqu'on utilise souvent le qualificatif de triangle du lithium, que vous avez tous entendu, qu'on commence à voir dans les médias. C'est une région qui est bien sûr bien plus que juste le triangle du lithium. On va essayer de vous le montrer en partie aujourd'hui. Donc, on vous a aussi préparé quelques petites images. Alors, ça démérite beaucoup. Les nôtres, elles sont très jolies, celles-là un petit peu moins. Pour vous montrer que ces déserts de sel, en fait, c'est des grandes étendues salées, comme leur nom le dit bien. Mais ce n'est pas que ça, puisque c'est aussi des endroits où on va extraire de la ressource, ce que montre la photo de droite, de manière artisanale, mais aussi de manière industrielle. Mais c'est aussi des endroits avec des écosystèmes très fragiles et donc une faune et une flore endémique qui est aujourd'hui déstabilisée par les activités qu'on y trouve. Alors ces déserts de sel, ils sont spécifiques à cette région, mais ils sont englobés en fait d'autres zones qui elles aussi ont des caractéristiques désertiques, on y reviendra, qui sont situées sur les hauts plateaux, donc dans la cordillère des Andes, et qui sont entourés d'un milieu qu'on appelle la puna, donc où là vous avez 2 exemples au Chili sur la droite et en Argentine sur la gauche, donc des déserts semi-arides. Alors on a découpé effectivement le titre en 3 petites présentations pour que ce soit un petit peu plus dynamique, et on a décidé de commencer par la fin. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition énergétique dans finalement des déserts où on aurait plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose? Tout simplement parce que c'est des territoires qui sont mis au service d'une transition énergétique comme on la pense, notamment dans les Nords, et principalement avec des ressources
Alors des ressources anciennes que sont le cuivre, mais aujourd'hui une focalisation sur la ressource lithium, donc qui va servir à alimenter notamment les batteries et les batteries des véhicules électriques. Donc vous voyez sur cette carte ce triangle du lithium, donc ces déserts de sel représentent en fait les ressources extrêmement importantes. C'est le cercle vide que vous voyez sur la carte en orange. Je le vois très mal, vous voyez que des cercles, il va falloir me croire sur parole. Et puis il y a le développement de la production de ce lithium, parce qu'une ressource, il faut qu'elle trouve un débouché, mais il faut aussi qu'on aille la chercher. Et donc le Chili aujourd'hui est le deuxième producteur mondial de lithium, juste après la Chine. L'Argentine commence à aussi émerger sur un niveau mondial de production, et la Bolivie a une toute petite production assez spécifique. Alors toujours en image, on a donc à la fois dans ce désert des parties très sauvages, très faiblement peuplées, mais également des paysages industriels. Donc on vous a mis une photo que Vincent a pris dans son dernier terrain dans le désert d'Atacama avec des camions bennes qui transportent des grands big bags remplis de lithium. Et puis juste en dessous, le mécanisme de production de lithium dans des grandes piscines, on y reviendra, d'évaporation, pour concentrer le sel. C'est sur le même principe que les marais salants. Mais il n'y a pas que le lithium dans cette transition énergétique, puisque c'est aussi des endroits qui sont de plus en plus privilégiés pour le développement de très grands parcs solaires, donc avec un front d'avancée de plus en plus lointain de très grands parcs solaires. Donc là, on vous a mis deux exemples. Des parcs solaires photovoltaïques qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Ici, le parc solaire de Cauchari, qui est le plus grand d'Amérique latine, avec plus d'1 million de panneaux solaires qui ont été installés, financés par des capitaux chinois. Et puis sur la droite, le parc de Cerro Dominador, qui est une centrale à concentration. Donc si ça vous intéresse dans les questions, on pourra vous expliquer comment ça fonctionne, couplé à une centrale photovoltaïque, qui elle a été financée par des capitaux espagnols, la compagnie Abengoa. Donc c'est un mode de transition qui est vraiment basé sur des mécanismes capitalistiques, en fait, où les entreprises vont aller produire de l'énergie pour la revendre, et ça va alimenter les grandes métropoles de ces pays-là, Buenos Aires et Santiago, en l'occurrence. Et puis le développement conjoint aussi de parcs éoliens qui commencent à se développer. Ce n'est pas les plus courants dans ces déserts-là, mais on commence à les voir apparaître, souvent couplés avec de l'énergie photovoltaïque, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Et puis aussi, c'est des territoires pilotes, un peu sans le vouloir, puisque dans ces territoires-là, on a aussi des populations qui n'ont pas accès à l'énergie, et donc où on va développer des systèmes autonomes, isolés, où on va consommer de l'énergie qu'on va produire. Alors là, c'est en Bolivie. De manière fortuite, le lithium qui est produit dans le salar a été transformé dans une usine pilote en batterie qui va servir à restituer de l'énergie la nuit grâce à des petits panneaux solaires dans une petite bourgade. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler des marges en fait que sont ces déserts de sel. Donc les déserts de sel latino-américains, salares en espagnol, ce sont des espaces que l'on peut qualifier de marges. Ils sont localisés dans une situation de bordure et cette notion de marge, elle exprime en fait une distance vis-à-vis d'un référentiel majoritaire. Donc ça peut être par exemple un espace rural considérant un pays très fortement urbanisé. Donc ces marges que sont les déserts de sel, elles ont été historiquement intégrées, Marie le disait, à l'économie monde, mais aussi aux économies locales, par l'exploitation de leurs ressources naturelles. Autrement dit, les centres que sont les centres de la mondialisation, les centres de leurs pays respectifs, les ont construits comme des espaces pourvoyeurs de ressources. Ce phénomène, il est ancien. Il date notamment de la guerre du Pacifique qui a opposé entre 1879 et 1884 le Chili à ses deux voisins, le Pérou et la Bolivie. Guerre dont une partie des motivations était justement la conquête des ressources naturelles
et plus spécifiquement du salpêtre. Il faut savoir qu'on parle de cette guerre comme la guerre du salpêtre ou la guerre des nitrates, et elle s'est soldée en fait par la perte de 200 000 km² pour le Chili et la Bolivie, conjointement au profit du Pérou et de la Bolivie au profit du Chili, et la perte de l'accès maritime de la Bolivie. Donc ces marges nationales, elles se caractérisent par de faibles densités de population, et c'est ces faibles densités qui permettent notamment le développement de grands projets extractifs. Donc plus le salpêtre, dont nous avons en fait dont le territoire a conservé la mémoire, mais d'autres ressources, le cuivre et le lithium. Merci, bonjour à toutes et tous. Je poursuis un petit peu l'explicitation du titre de la conférence en disant un mot de ces déserts qui ont été qualifiés par Marie dans le titre de désert de sel. Alors cette expression n'est peut-être pas très heureuse, même si elle est jolie, elle fait penser au désert où reste affigée la femme de Lot, comme prêchait le pasteur dimanche dernier dans ce temple. Mais en fait, quand on parle de ces déserts d'Amérique latine, alors j'ai repris ici une carte que j'ai tirée d'une base de données sur l'ensemble des milieux naturels du globe, l'ensemble des écosystèmes. Et donc là, en Amérique latine, on a 4 zones désertiques, donc 2 qui sont situées en Amérique du Nord, entre le Mexique et les États-Unis, qui correspondent au désert de Sonora et de Chihuahua. Et puis, on a les déserts du Pérou et le désert d'Atacama, qui est principalement sur la cordillère des Andes au Chili. Alors, vous voyez le désert d'Atacama, qui est celui dont nous allons vous parler aujourd'hui, même si on retrouverait certaines des dynamiques dans le désert de Sonora. Ce désert d'Atacama, c'est un petit désert qui fait 100 000 km². Alors, c'est pas petit quand on est sur le terrain, mais comparé à Chihuahua, comparé au grand désert d'Afrique du Nord, c'est un désert relativement petit. Et comme vous le montrait Marie tout à l'heure, ces régions désertiques au sens strict de la définition en géographie, c'est-à-dire des régions où les précipitations sont si faibles qu'il n'est pas possible d'y pratiquer des cultures et que par conséquent la population est de faible densité. Je crois qu'il faut quand même savoir de quoi on parle quand on parle de géographie, parce qu'après dans le FIC actuellement il y a une conférence sur les déserts jaunes et verts, qui sont donc pas des déserts, ils sont verts, c'est pas un désert. Voilà. Mais nous, c'est un vrai désert, au sens géographique. Ce désert d'Atacama n'est pas très étendu et il est entouré par des régions de steppes et de steppes de haute montagne, de la Puna qu'on a pu voir sur les photos précédentes. Et une de ces particularités qui nous intéresse maintenant, c'est que ce désert, il est marqué par plusieurs caractéristiques. Je voudrais plutôt celle-là. C'est la présence de ces lacs salés d'altitude, dont vous avez ici une image, qui sont les endroits où vont se concentrer donc, des sels, dont les sels de lithium, mais principalement en fait du chlorure de sodium et différentes autres évaporites, qui proviennent semble-t-il de sources thermales qui vont petit à petit alimenter, vous voyez, ces dépressions. Et ce dont on ne se rend pas compte quand on est sur le terrain, où on voit simplement la croûte de sel qui peut être très très vaste, parce que le salar des Uyuni en Bolivie, il fait 10 000 km², donc c'est une immense étendue blanche, parfaitement horizontale, et qui est d'ailleurs un paysage totalement irréel, extraordinaire, ce qui à son tour d'ailleurs attire le tourisme, on en parlera un peu plus loin. Ce dont on ne se rend pas bien compte, c'est des structures géographiques en 3 dimensions qui peuvent être profondes de dizaines de mètres, avec une géochimie extrêmement complexe, d'eau d'infiltration, d'évaporation et de concentration donc d'un certain nombre de minéraux dans la dépression du salar. Mais au sens strict, le désert de sel, c'est ça, et vous le voyez en arrière, c'est une des particularités. On a un paysage de montagne qui est absolument époustouflant d'ailleurs, parce que ces montagnes sont couvertes de neige, elles sont des couleurs rouges et ocre, et autour, on a donc un désert qui est plutôt fait de sable et de cailloux. Alors, désert, pourquoi?
Je réponds à une question qui m'avait été posée à Paris, à Café Géographique, par l'estimable public. Température et précipitations, donc là, vous voyez, on est dans la vraie géographie, celle de la géographie physique, qui explique les localisations. Et vous voyez, on est avec des précipitations moyennes, qui sont le mois le plus arrosé, c'est janvier, il pleut 20 mm, c'est-à-dire à peu près rien. Et puis les autres jours, c'est 0 mm. Et encore, ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'une des particularités de cette région du désert d'Atacama, c'est qu'il y a des années où il ne pleut pratiquement pas du tout. Et par contre, vous avez des années qui sont les années marquées par les phénomènes de Niño, donc d'inversion des températures des courants dans le Pacifique, où là, vous avez des précipitations qui donnent lieu au surgissement d'une végétation, de fleurs, de façon... Donc, à peu près tous les 10 ans, le Niño, même s'il a tendance à revenir plus fréquemment avec le changement global. Deuxièmement, c'est un désert où il ne fait pas extraordinairement chaud. Vous voyez, on a des températures moyennes qui sont de l'ordre de 10 degrés, 12 degrés, 15 degrés, parce qu'on est en altitude, on est à 2500 mètres à Atacama. Mais ce que les moyennes ne montrent pas, c'est qu'on a des très importants contrastes entre la journée qui peut être très chaude avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés ou même plus, et puis des nuits très froides au cours desquelles il peut geler. Donc un désert qui est aussi caractérisé par ces extrêmes climatiques qui ont donné lieu à un certain nombre d'adaptations, je dirais, historiques. Notamment, ici, vous avez les filets pour attraper les prunes côtières. Vous aviez aussi, dans les anciennes mines, des systèmes de désalinisation de l'eau avec aussi des systèmes de filets à l'énergie solaire. Et puis, plus récemment, qui devient intéressant aussi, et Saint-Marie vient de le dire, avec du fait de la violence de la radiation solaire qui frappe ces déserts. Donc c'est la carte de gauche, hein, on voit l'importance de la radiation de l'énergie solaire arrivant sur le territoire, et qui a pour corollaire aussi, c'est la partie droite de la planche, le fait que les conditions de travail sont aussi très difficiles. Hein, il n'est pas question de travailler sans protection dans ces zones qui sont très arides, très sèches et où le soleil tape très dur. Voilà. Donc ça, c'est un peu la présentation. Et après, on va rendre la parole à Antoine qui va animer la suite de la discussion. Merci. Donc effectivement, Vincent, Sébastien et Marie vont nous emmener donc à la découverte de ces déserts. Et nous avons donc organisé la table ronde en plusieurs points avec une série de questions. Et nous allons tout d'abord rebondir effectivement sur l'un des points qui vient d'être évoqué, notamment l'existence effectivement d'une filière de production, notamment vis-à-vis du lithium. Et donc ma première question serait, comment s'organisent les entreprises qui exploitent le lithium à l'échelle mondiale, puis en Amérique latine? Merci Antoine. Donc en fait, nous avons plusieurs territoires, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui produisent du lithium. Donc le lithium n'est pas présent sous la même forme à la fois en Australie, où il s'agit de roches dures, contrairement à l'Amérique latine, où il s'agit de saumure. Donc quelles sont ces entreprises présentes ici particulièrement en Amérique latine? Elles sont de différents types. Nous avons des entreprises nationales historiques, comme la chilienne SQM, qui s'est diversifiée en fait dans le lithium parce qu'elle a exploité des nitrates auparavant dans cette zone. Mais vous avez également des pionnières mondiales comme Albemarle, l'américaine. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a un peu une course au lithium à l'échelle mondiale. Donc plusieurs entreprises se ruent sur ces territoires riches en lithium dans l'objectif d'en exploiter la ressource. Et une des caractéristiques de cette ruée, c'est qu'elle se caractérise par un processus d'intégration verticale amont-aval. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement Toyota, qui produit des voitures, va s'associer avec une autre entreprise, Orocobre, une entreprise australienne présente en Argentine, pour sécuriser son accès à la ressource dans un territoire où en fait la province détient une partie, un pourcentage de la joint venture. Donc c'est un peu cet écosystème-là que vous avez, des entreprises historiques, des entreprises spécialisées dans le lithium,
des entreprises minières, de nouveaux venus, et une grande compétition entre juniors et majors du secteur. Du coup, on s'est pas mis d'accord sur comment se passe le micro. Je vais juste compléter sur la carte ce qu'on voit très très bien aussi dans ce système mondial du lithium. Enfin, ce qu'on est censé voir très très bien. On les voit quand même parce que c'est les demi-cercles roses et verts. C'est qu'on a aussi une très grande division internationale du travail où finalement les pays du Sud, donc ces déserts dont on vous parle, vont fournir les matières premières mais pas forcément les transformer. C'est ce qu'on voit, la Chine en fait va transformer principalement et produire des batteries avec les matières premières qui sont construites, même si au Chili et en Argentine on commence à voir poindre la volonté de se réapproprier la valeur de cette ressource en proposant des produits transformés. Si on regarde un peu plus cette carte, on se rend compte aussi que on va utiliser ce lithium pour deux choses principales. Ça va être tous les dispositifs électroniques, donc principalement les téléphones portables et les ordinateurs portables, mais également les voitures électriques qui sont le principal débouché à l'heure actuelle. Et là, on voit très bien finalement la répartition de cette division internationale du travail, où on voit apparaître l'Europe, l'Amérique du Nord, donc États-Unis et un petit peu moins Canada, et bien évidemment la Chine pour la production de batteries de ces voitures électriques. Donc on a vraiment la fourniture des matières premières au sud et cette transformation et la consommation au nord. Donc c'est aussi quelque chose qu'on regarde particulièrement. Juste pour préciser quelque chose là-dessus, en Europe, quand vous pensez véhicule électrique, vous pensez peut-être à la Tesla que vous allez bientôt acheter, mais il faut voir le volume que représente la fabrication de voitures électriques en Chine. C'est considérable. Et si vous allez en Chine, vous verrez que tout le monde dans les grandes villes circule avec des petites motos électriques. Donc le gros de la production, de la demande que les entreprises chinoises espèrent bien exporter un jour vers l'Europe, c'est la Chine. Donc l'importance de ces relations avec la Chine. Oui, ça tombe plutôt bien parce que j'avais une question sur la Chine. On sait que la Chine a une stratégie effectivement à l'échelle mondiale de construction d'infrastructures, notamment en finançant un certain nombre de projets. L'un des principaux objectifs notamment de ce pays, c'est effectivement de sécuriser les approvisionnements énergétiques. Est-ce que l'on peut dire que la Chine joue un rôle incontournable dans cette filière de production ? La Chine essaie, à mon avis, de prendre une place incontournable dans ce qu'on appelle généralement la transition énergétique, sur laquelle on pourrait discuter longuement de quoi il s'agit effectivement. Mais la Chine, elle est très présente en Amérique latine, dans tous les développements d'énergie renouvelable, mais aussi dans les développements des grands barrages, dont on peut discuter de savoir s'ils appartiennent vraiment à la catégorie des énergies renouvelables. Et bien évidemment, les entreprises chinoises sont également donc très présentes dans ce secteur de lithium pour en contrôler la production, comme les entreprises chinoises ont fait il y a quelques années, par exemple, des accords avec l'entreprise chilienne de production du cuivre, de la même façon, parce que c'est des matériaux stratégiques pour l'industrie chinoise. Et alors, incontournable, je ne sais pas, mais peut-être avez-vous lu comme moi l'article dans Le Monde avant-hier sur les marchés du lithium, où les entreprises françaises expliquent qu'elles sont arrivées à un accord avec des partenaires locaux, et puis l'entreprise chinoise arrive et est prête à payer 2 fois, 3 fois plus cher, et emporte donc le marché et l'accès au gisement. Juste pour compléter, mais c'est Vincent le spécialiste de ça, l'entreprise qui a en main une grande quantité de gisements de lithium, c'est Tianqi Lithium, donc c'est les Chinois qui vont jouer aussi la carte de la coopération sud-sud, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en Bolivie justement pour essayer de contrer cet impérialisme européen historique et cet impérialisme nord-américain plutôt économique, donc en jouant sur la carte de coopération de pays alliés en fait pour essayer de contrer cet impérialisme et cette division internationale du travail qu'on va essayer de montrer. Nord-sud.
Alors, juste préciser que ce n'est pas Tianchi qui est présente en Bolivie, mais effectivement, la seule entreprise étrangère aujourd'hui pérenne en Bolivie est une entreprise chinoise, après la dénonciation par l'ancien président bolivien du partenariat avec une entreprise allemande qu'ils avaient créée. On a donc des déserts ici à travers la filière notamment d'extraction et notamment de production de produits finis à partir de lithium qui donc va permettre de qualifier effectivement ces déserts d'exploiter. Mais pour y parvenir, on a besoin généralement d'eau, ce qui peut effectivement manquer dans ces déserts, notamment pour les activités industrielles. Donc on est ici face à une question centrale, donc la question de l'eau. Ma première question serait toute simple. Où se trouvent les ressources en eau disponibles, notamment vis-à-vis de ces déserts de sel latino-américains? Alors, les ressources en eau principales, c'est des ressources en eau qui sont des ressources en eau souterraines. On a parlé, Sébastien nous a montré comment finalement on avait ce triangle de saumure qui descendait assez profondément. C'est des stocks de saumure qui sont indépendantes des nappes phréatiques qui, elles, contiennent de l'eau douce. Donc une des premières solutions pour avoir de l'eau douce, c'est d'aller la puiser dans les nappes phréatiques. Sauf qu'on essaiera de vous montrer un petit peu plus loin, il y a énormément d'activités extractives qui sont fortement demandeuses en eau, notamment les mines de cuivre. Et donc la tension sur les nappes phréatiques est extrêmement importante. Donc on a commencé à développer des systèmes, et c'est ce qu'on vous projette sur les photos, des systèmes d'amener d'eau. Alors c'est pas de l'eau potable, c'est ce qu'on appelle de l'eau industrielle. C'est de l'eau qui a été dessalée et qui est transportée sur des très très longues distances pour servir les processus industriels. Les entreprises qui ont très très fortement besoin d'eau ont aussi beaucoup développé des systèmes de recyclage à l'intérieur des mines pour essayer d'importer le moins possible d'eau industrielle. On a aussi, bien sûr, de l'eau potable qui est acheminée, mais pour le coup, l'eau potable, elle va surtout servir au campement des travailleurs, et elle est amenée directement par camion-citerne. La grande question de l'eau dans les déserts actuellement, c'est aussi de l'eau qui est nécessaire non pas seulement pour les exploitations industrielles, mais aussi pour les écosystèmes, puisque finalement le désert c'est une opportunité fantastique pour faire évaporer l'eau, ça fait des superbes marais salants, mais pour le coup on va évaporer une eau qui est faiblement disponible et dont l'écosystème a aussi besoin pour fonctionner. D'autant plus que quand on va aller puiser l'eau dans les salars, qu'on va l'évaporer, on va faire un appel en quelque sorte, un appel d'eau, et ça va forcer l'eau des nappes non salées à venir se mélanger avec les saumures par un effet d'appel, ce qui va perturber aussi les écoulements de surface qui sont faibles, qui sont intermittents, mais qui sont présents. Ce qui veut dire que ça va impacter aussi les populations locales qui utilisent ces ressources pour faire de l'agriculture de subsistance. C'est de la petite irrigation, c'est du jardin de subsistance à l'échelle locale. Donc en fait, l'exploitation même du lithium déstabilise très fortement des écosystèmes. Et avant de céder le micro, parce que je sens que j'ai envie de raconter. En fait, c'est des expériences qu'on a déjà eues ici en Europe. Je ne sais pas si vous êtes familier avec d'autres types de déserts, mais la région du sud de l'Espagne, Murcie, on appelle ça la mer de plastique, ils ont eu ce genre de problème, ils ont trop tiré dans les nappes phréatiques et ça a eu pour effet des effondrements en surface très très importants. Donc en fait, on est consciemment en train de faire la même chose, parce qu'aujourd'hui, les études commencent à montrer qu'on pompe plus que ce que le système lui-même est capable de régénérer. Donc en fait, on le fait consciemment. Ce qu'il faut peut-être ajouter sur la question de l'eau, et particulièrement au Chili, c'est qu'il y avait de l'eau aussi qui était utilisée par les communautés locales, les communautés rurales, pour l'agriculture, qui étaient des eaux de surface et qui ont été aussi progressivement accaparées par les projets miniers. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces solutions technologiques qui sont mises en place en plus, mais au départ, il y a aussi l'accaparement des ressources en eau par les entreprises minières, dans le cadre de la loi chilienne, disons, de privatisation des droits d'eau au début des années 80. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le grand développement des activités minières, et tout à l'heure on parle du lithium, mais le cuivre, c'est aussi un des matériaux de la transition énergétique. La production de cuivre ne cesse d'augmenter, et la production de cuivre
besoin d'eau pour laver les minerais et faire toute une série de traitements. Et c'est pour ça aussi qu'on a non seulement ces canalisations que Marie a montrées, mais je crois qu'il faut insister sur l'importance que prennent aujourd'hui les usines de dessalement d'eau de mer sur le littoral, y compris pour les projets pour l'urbain. La ville d'Antofagasta est alimentée avec de l'eau dessalée à partir des prés puisés dans le Pacifique. On a donc des ressources en eau qui sont particulièrement rares, donc se pose la question de la régulation, mais également les stratégies qui peuvent être utilisées par les entreprises pour pouvoir maintenir leur capacité de production. Quelles sont donc ces stratégies qui sont mises en place par les entreprises pour conserver leur capacité productive, outre le dessalement de l'eau? Alors, il y a plusieurs stratégies, c'est ce sur quoi on travaille actuellement avec une autre collègue qui est spécialiste de géographie légale, on a essayé de montrer un petit peu, qui aurait dû être là, qui malheureusement, qui est au Chili, pas malheureusement, heureusement pour elle. Et on essaye de regarder un petit peu dans les codes de l'eau, finalement, comment les entreprises mettent en place un certain nombre de stratégies pour essayer de légalement différencier la saumure de l'eau douce. Parce que l'eau douce, vu qu'il y a énormément de tensions, au Chili, en fait, l'eau douce elle a un statut très particulier, c'est une ressource qui est privatisable, c'est-à-dire qu'on achète des droits d'eau et c'est au plus offrant. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette idée de priorisation, que ce soit pour la consommation humaine ou pour l'agriculture, on ne priorise pas, on a des droits d'eau, on les utilise. Et du coup, les entreprises essayent, par le biais de la loi, de différencier dans la loi l'eau douce et les saumures pour que les saumures ne soient pas de l'eau. Et donc ne rentrent pas dans tous les conflits qui existent autour de l'eau, et surtout pour que les droits de pompage soient différenciés des droits de pompage de l'eau douce. Et une petite dernière question sur la question de l'eau. On a donc des ressources qui sont exploitées. Quelles sont les conséquences notamment de cette très forte consommation d'eau ? Alors j'ai commencé à vous l'expliquer un peu, les conséquences elles sont à la fois humaines et à la fois environnementales. Alors humaines, puisque quand vous allez déstabiliser toute cette économie de subsistance dans les petites communautés, vous allez aussi favoriser en fait l'exode rural en quelque sorte, qui vont venir alimenter les mines. Et dans ces endroits-là, les mines en fait c'est des mines minières, c'est-à-dire que la grande majorité des gens qui habitent là travaillent dans les mines. Donc vous allez en quelque sorte fournir de la main-d'œuvre aussi non qualifiée dans les mines, et ça va faire de la mine en quelque sorte, je dirais pas l'unique, mais le plus gros employeur direct et indirect de la région. Donc aussi renforcer une espèce de cercle vicieux. Autre conséquence, ça va avoir des conséquences importantes sur les écosystèmes, on en reparlera peut-être un petit peu plus loin, parce qu'on a des écosystèmes endémiques, mais aussi ces salars, ils sont situés sur des grandes routes migratoires, notamment des flamants roses. Et donc on va, par la modification en fait, de la géographie de ces salars, modifier les routes migratoires de ces oiseaux. En modifiant les écosystèmes, on va aussi avoir un impact important sur la géographie culturelle, puisque certaines de ces populations ont une relation particulière, notamment avec les flamants roses et notamment avec les œufs de flamants roses. Donc, vont plus pouvoir avoir accès en fait à des objets culturels avec lesquels ils ont des relations très très particulières. Donc pour rebondir sur les questions d'environnement, ici on vient de l'évoquer effectivement, donc, notamment de l'impact sur l'environnement. Les activités minières ont donc un impact à la fois sur les milieux et sur les populations locales. Est-ce que les exploitations notamment font l'objet d'un suivi environnemental ? Alors oui, ils font l'objet d'un suivi environnemental. N'importe quelle exploitation minière, avant d'être mise en place ou d'avoir une extension, est obligée de réaliser ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Alors, on a souvent tendance à dire que dans les pays du Sud, les exigences sont moindres, ce qui n'est pas le cas.
Mais ce qui est le cas, par contre, c'est qu'on a moins la possibilité de police de l'environnement. C'est-à-dire que les exigences, au départ, elles sont égales, voire parfois, elles sont très supérieures. C'est-à-dire qu'on a des exigences environnementales extrêmement importantes. Sauf que derrière, on n'a pas les fonctionnaires et on n'a pas les sous pour aller vérifier, en fait, que ces exigences soient réellement mises en œuvre. Donc, on passe souvent par le biais de l'entreprise qui va elle-même se porter garante du respect des règles qu'elles sont censées respecter. Et peut-être juste une précision rapide, en fait, c'est que quand ces projets sont développés, quand les droits d'eau sont accordés, l'évaluation de ces impacts environnementaux est réalisée projet par projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision systémique sur l'impact de l'exploitation minière sur les ressources en eau à l'échelle du désert lui-même, à l'échelle du bassin versant, à l'échelle d'un territoire plus grand sur lequel se situent peut-être 3, 4, 10 mines. Donc nous venons de le voir, effectivement, donc, le lithium n'est pas le seul minerai effectivement exploité dans ces déserts latino-américains, puisqu'on a également du lithium, donc du cuivre, du salpêtre, mais on a aussi effectivement une exploitation à des fins touristiques, et même, c'est le cas dans le désert d'Atacama, notamment une ressource pour notamment les observations astronomiques. Lithium, cuivre, quelles sont les grandes différences en matière d'exploitation entre les deux ? Alors, il faut bien voir qu'il y a plusieurs phases d'exploitation des mines dans le désert. Comme le disait Vincent dans son exposé, on a une première phase qui est autour de l'exploitation des nitrates ou du salpêtre, qui forme une croûte superficielle qui a été simplement piochée pour l'exporter. Et on a au début du XXe siècle, le début de la grande exploitation de mines, avec notamment la mine de cuivre de Chuquicamata au Chili, qui est restée pendant longtemps la première mine de cuivre du monde. Et vous avez là quelques photos de la mine de Chuquicamata qui correspond à un cratère à ciel ouvert qui fait 1 km de profondeur et 2 km de large. 4 km de large. Et donc ça, c'est une mine, je dirais, classique, sauf qu'elle est à ciel ouvert, et évidemment vous imaginez la taille des engins. Il lui manque un géographe pour donner l'échelle là, mais disons que la roue est de la taille d'une personne à peu près dans ces camions miniers. Voilà, une personne comme moi, pas comme toi. Voilà, et après donc on a le développement de ces activités d'exploitation de lithium, qui sont d'abord au Chili, puis après aujourd'hui en plein développement en Argentine et secondairement en Bolivie, qui sont donc ces exploitations, disons, superficielles à partir des saumures. Aujourd'hui, la mine de cuivre elle est aussi en plein développement, c'est-à-dire que la mine de Chuquicamata était longtemps la mine principale. Aujourd'hui, ce cratère est prolongé par des galeries souterraines. Il y a une nouvelle phase qui a été lancée il y a 2 ans à peu près. Donc on va encore plus loin dans l'exploitation. Et il y a également d'autres sites miniers, donc l'Escondida qui est aussi dans le territoire. Donc il y a de nombreuses mines de cuivre. Et on a vu tout à l'heure les cartes du lithium, mais le Chili, c'est à peu près 1/4 des réserves de cuivre mondiales. Donc, par voie de conséquence aussi, le premier producteur d'un matériau qui, je le répète, est quand même essentiel pour tout ce qui est électrification et donc transition énergétique. Et puis, comme vous voyez, ces mines, elles entraînent aussi des flux de matière dans ce désert, et on voit des fils de camions qui transportent. Le camion au milieu, c'est des électrodes de cuivre, donc du cuivre purifié, prêt à être exporté, des camions qui transportent des produits chimiques destinés aux mines, autrefois des voies de chemin de fer qui sont encore utilisées pour les mines de cuivre, et également des projets de faire de nouvelles voies de chemin de fer pour le lithium, notamment des entreprises chinoises avec des projets pour faire des voies de chemin de fer de lithium. J'ai
Je vais juste compléter que ce désert, en fait, il a une place aussi privilégiée dans les chemins de la mondialisation, puisqu'il a une chance extraordinaire, c'est d'ouvrir sur la façade pacifique. Et que du coup, quand on va aller exploiter, on a finalement on a énormément de contraintes, mais une fois que les infrastructures sont créées, il y a quasiment pas de population, hein, vous voyez, c'est des lignes qui vont tout droit. Et elles ouvrent directement sur la façade pacifique et donc directement sur le plus gros marché d'importation qui est l'Asie. On a donc différentes entreprises qui exploitent le lithium ou le cuivre. J'avais une question, est-ce que les relations entre ces entreprises sont celles d'une concurrence ou plutôt d'une entente ? Je garde le micro alors. Alors, il y a de la concurrence sur les ressources transversales en termes énergétiques et en termes d'eau, principalement. C'est-à-dire que là, effectivement, ça va être plutôt à celui qui va acquérir le plus de droits pour pouvoir croître le plus possible. En revanche, il y a un certain nombre d'ententes dans la construction des infrastructures, parce qu'une route est une route et qu'on exporte du cuivre ou du lithium, globalement, c'est la même chose. Donc on va avoir des ententes principalement aussi avec les acteurs publics locaux pour le financement de ces infrastructures. Et on va aussi avoir un certain nombre d'ententes sous-jacentes. Alors c'est surtout des ententes informelles dans la manière dont on va se relationner aux populations locales. C'est-à-dire que on va aussi beaucoup discuter entre entreprises sur comment finalement réussir à négocier avec les populations locales, comment finalement une entreprise a réussi à obtenir quelque chose, et puis comment finalement une entreprise qui n'a pas réussi à obtenir quelque chose va permettre d'informer une autre entreprise qui, elle, va réussir à intégrer ça dans sa négociation. Donc il y a aussi des niveaux d'entente qui sont formels et parfaitement clairs, et il y a des niveaux d'entente qui sont plus interpersonnels et pour le coup beaucoup plus informels. Également, on a de grandes centrales solaires qui ont été récemment développées dans cette zone. À quoi peuvent-elles servir ? Alors, les grandes centrales solaires, je suis désolée, je vous montre du tourisme, on va rester sur la mine. Les grandes centrales solaires, elles servent en partie les mines, parce qu'il y a quelque chose de formidable à notre époque, ça s'appelle l'économie verte. Et donc, on est souvent prêt à payer plus cher quelque chose qui respecte mieux les normes environnementales. Donc, une mine a tout intérêt, en fait, à montrer qu'elle va se fournir en énergie, non pas à la centrale à charbon qui est sur la côte, mais avec des énergies renouvelables. Donc, ces grands parcs solaires, en partie, c'est aussi très pragmatique, hein, c'est que l'énergie, elle est produite sur place, et du coup, il y a beaucoup moins de... Enfin, la liaison, elle est quasi directe. Il y a l'effet environnemental. Et puis, ces grands parcs solaires, c'est ce qu'on a dit, elles vont profiter du fait que la mine puisse investir dans les réseaux d'énergie, d'électricité, pour pouvoir exporter, elles aussi, leur énergie, mais pour le coup, plutôt vers les zones métropolitaines, les aires métropolitaines qui sont très fortement demandeuses en énergie. En Amérique latine, je pense que ça fait 20 ou 30 ans que c'est la crise énergétique tout le temps. Oui, juste pour compléter, la région dont il est question, jusqu'à une dizaine d'années, était un isolat énergétique, c'est-à-dire qu'il avait son propre système, qui est celui qu'on voit sur la carte, avec simplement une connexion Argentine-Chili pour tirer parti du gaz bolivien qui arrivait en Argentine, où on fabriquait de l'électricité qui était ensuite exportée vers le Chili. Mais désormais, cet espace il est mieux connecté au système électrique national chilien. Donc c'est vrai qu'il y a un marché électrique chilien qui est un marché très demandeur parce que le marché il est notamment en croissance. Il y a beaucoup d'industries liées à la mine, donc il a besoin de pas mal d'électricité. Et le Chili n'a pas de ressources fossiles, donc tout ce qui peut venir de solaire et d'autres sources est bienvenu. Mais je crois que ce qui est peut-être encore plus important ici, c'est que ce que disait Marie, c'est-à-dire des mines dont les besoins énergétiques étaient couverts par des centrales à charbon qu'on a pu visiter il y a une dizaine d'années, qui étaient épouvantables, c'est-à-dire qu'on y brûlait le charbon le moins cher, parce que pour avoir l'électricité la moins chère possible,
Et le charbon le moins cher, c'est celui qui donne aussi le plus de cendres, le plus de soufre, qui donc polluait alentour. Et je crois que là, il y a quand même une prise de conscience des entreprises minières qu'il faut sortir de ce modèle et aller vers des énergies dites renouvelables, notamment parce que je pense qu'il y aura bientôt des marchés qui vont se différencier ou un surplus payé à des métaux qui sont traçables et dont les entreprises peuvent garantir qu'aux différentes étapes de la production, on a pu mettre en place des bonnes pratiques. Et puis, il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Dans cette région, dont on le voyait sur une des premières cartes, qui est quand même une région où l'ensoleillement est maximal, c'est la mise en place de filières hydrogène. Et mettre en place des filières hydrogène, aujourd'hui c'est un peu expérimental. Alors il y en a un petit peu en France, il y en a un petit peu en Argentine, il y en a un petit peu au Chili, qui est avec l'idée de produire de l'hydrogène avec de l'énergie électrique, donc d'origine renouvelable, notamment parce que produire de l'hydrogène, c'est une idée aussi de se remettre dans un produit qui est exportable sous forme de gaz, de gaz synthétique par exemple. Se transporter l'hydrogène seul, c'est un peu compliqué. Mais donc il y a aussi des nouveaux fronts productifs qui peuvent se mettre en place. On est donc, et Sébastien nous le disait tout à l'heure, face à des paysages majestueux qui vont être exploités. Mais on peut imaginer que les activités extractives pourraient être un frein, mais également un atout, par exemple, pour les activités touristiques. Alors, deux questions en une. Premièrement, peut-on visiter, est-il facile de visiter ce type d'espace? Et sommes-nous dans une concurrence entre extraction des ressources et tourisme? Alors, est-ce qu'il y a concurrence? Oui et non, en fait. On peut dire que le tourisme est une ressource qui est exploitée localement par les populations dans le cadre de l'organisation de différents tours touristiques sur les différentes parties de ces salars. Donc vous avez sur une des photographies qui vous est présentée l'image du Paris-Dakar. Si vous vous souvenez, le Paris-Dakar était placé en Bolivie, donc dans le fameux salar d'Uyuni. Il y a énormément de petites entreprises pour le développement du tourisme, différents types de tourisme. Ça peut être simplement, entre guillemets, de l'observation de ces sites, ça peut être du tourisme pour l'observation de la faune locale, de la flore aussi également. Pardon, ok. Et donc j'espère que vous m'entendez mieux, pardon, vous avez bien fait de me le dire. Et donc est-ce qu'il y a des concurrences? Oui et non en fait, parce que finalement ce ne sont pas sur les mêmes territoires que sont développés les sites touristiques et les mines. D'autant plus que certaines mines se visitent, alors c'était le cas notamment de la mine de Chuquicamata, mais depuis le Covid elle ne se visite plus. C'est un territoire en fait où on a le développement de grands projets comme un observatoire astronomique, puisque le fait d'être une marge nationale faible densité de population, située loin de milieux anthropisés, donc moins de lumière, donc un environnement qui est propice à l'observation du ciel. Cet observatoire se visite également, mais depuis le Covid, malheureusement, les visites au public n'ont pas réouvert. Merci Vincent. C'est des espaces qui sont facilement accessibles parce qu'ils sont bien connectés. Donc c'est facile d'aller à San Pedro de Atacama, il y a des vols, voilà, et tout est bien balisé, il y a des routes, il y a des infrastructures, il y a des hôpitaux pour si les touristes sont malades. Donc il y a l'infrastructure au sens vraiment infrastructure, c'est-à-dire de l'installation commune, elle est utile aussi à ce développement touristique qui, à mon sens, est beaucoup plus actuellement complémentaire de l'activité minière que concurrent. D'ailleurs, en bon géographe, mon directeur de thèse ici présent me disait si tu trouves un bar qui s'appelle comme tu penses, c'est que l'activité est bien prise dans le territoire. Et là, Vincent, il nous a fait une superbe photo, ça s'appelle Lithium Aventura avec le flamant rose. Donc c'est du tourisme, mais ça a pris en fait l'activité
Ça ne se construit pas contre cette activité, mais en complémentarité. Peut-être juste une toute petite précision, c'est le fait qu'en fait dans ces mines, les travailleurs travaillent sous forme de shift, c'est-à-dire ils peuvent être 7 jours à la mine, 7 jours en dehors, 21 jours à la mine, 7 jours en dehors, et du coup forcément où ils rentrent chez eux, souvent ils viennent de territoires lointains, mais il y a beaucoup d'activités touristiques qui sont offertes pour les mineurs et leurs familles. Alors je ne dis pas que le tourisme il est principalement alimenté par les mineurs, c'est pas ce que je dis, mais comme le disait Sébastien, il y a vraiment une complémentarité dans certains espaces et à certaines temporalités. Ce qui nous permet ici de poursuivre effectivement sur la question des populations. On est dans un désert, donc j'imagine, mais peut-être que je me trompe, qu'il est peu peuplé. Comment s'adaptent les populations, on vient de le voir avec ce dernier exemple, vis-à-vis de la croissance et du développement des activités minières et énergétiques? Alors, comme le disaient Marie et Sébastien, oui, vous avez des populations, bien sûr, qui sont présentes dans ces déserts. Donc, il y a des populations qui ne sont pas indigènes, mais c'est surtout un espace de vie de populations indigènes. Donc, les populations Koya au Chili, les Licanantay également au Chili, les populations Quechua en Bolivie et en Argentine. Donc, c'est vrai que ces populations, elles ont vu arriver sur les territoires qu'elles habitent des entreprises minières. Parfois, elles ont pu apporter de la main-d'œuvre, mais parfois, les relations entraînent une concurrence à la fois dans l'accès à l'espace, puisque le fait d'établir une route privée où l'accès n'est pas libre, les populations ne peuvent plus traverser l'espace. Il y a la pression sur l'eau également que mes collègues rappelaient. Et il y a toutes les techniques et tactiques de négociation de ces populations avec les entreprises, justement conscientes des effets de l'exploitation soit du lithium, soit du cuivre sur leur mode de vie, sur la disponibilité des ressources, sur l'accès aux œufs, aux plumes de flamant rose aussi par exemple. Les populations vont demander des compensations directes. Et en fait, là, c'est Albemarle, l'entreprise américaine, qui avait introduit un premier contrat d'association en fait avec 18 communautés indigènes dans le salar d'Atacama. Et en fait, c'est une entreprise qui verse, il me semble, 3,5% de ses profits à ces 18 communautés, plus à une organisation, une 19e, qui représente l'ensemble des 18 communautés. Et alors, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout plu pour l'entreprise chilienne d'exploitation du lithium SQM et pour certaines entreprises d'exploitation du cuivre, parce que c'était en fait remettre en cause leurs propres relations avec les populations locales en introduisant un nouvel élément qui n'était pas obligatoire dans le cadre légal. Un mot, même préalablement à ce que vient de dire Vincent sur les populations traditionnelles, si je peux mettre la photo d'avant. C'est-à-dire qu'on a des populations qui vivent, non pas sur le salar, évidemment, parce que c'est un peu compliqué, mais qui peuvent en utiliser certaines des ressources, mais qui vivent en périphérie de l'espace désertique, dans la haute montagne. Là, vous voyez les constructions en adobe ou en pisé de ces maisons, ces régions où il pleut presque jamais, et des populations qui vivent dans des oasis. San Pedro de Atacama, c'est une oasis, et puis des populations qui vivent sur des petits cours d'eau, où il y avait un petit filet d'eau qui permettait d'alimenter les cultures, répondre aux besoins. Donc il y avait quand même, et qui utilisait aussi les prairies d'altitude qu'on appelle les bofedales. On a une végétation un peu plus persistante comme pâture pour leurs troupeaux, qui sont surtout des troupeaux de lamas. Donc on a des populations qui sont des populations sédentaires et qui résident dans cette région avec comme souvent dans ces régions très arides, une adaptation très fine aux conditions du milieu. Et évidemment, c'est intéressant de voir comment, avec aussi peu d'eau, on arrive quand même à faire naître la vie. Et alors, on pourrait même pousser le paradoxe un peu plus loin, c'est-à-dire qu'une des remarques qui avait été faite avec la sagacité habituelle par Michel Sivignon lorsqu'on parlait du désert, c'est que dans l'ancien désert, il n'y a pas de population nomade, alors que les déserts de l'ancien monde sont caractérisés par des populations nomades. Alors ces populations sédentaires
elles deviennent nomades, parce qu'elles vont être tantôt dans le village, tantôt à la mine, tantôt à la ville. Donc il y a des nouvelles formes d'habiter qui sont liées aux transformations de l'espace géographique. Et peut-être juste une précision, alors c'est par exemple l'anthropologue australienne Sally Babbage qui à un moment parle de ça. Elle met en évidence que les éleveurs de la région d'Atacama, de la communauté de Peine, où l'élevage était en déclin, reprennent en fait une forme de pastoralisme et amènent les troupeaux là où ils avaient l'habitude de les amener il y a quelques années, justement pour mettre en évidence aux yeux de tous que ces territoires, ils sont habités, que c'est des territoires sur lesquels ils avaient l'habitude de se déplacer et que c'est pas parce que on ne voit pas leur présence, que c'est des territoires qui ne vivent pas. Alors juste une toute dernière précision parce que l'heure tourne. Il y a on a l'habitude généralement quand on parle d'Amérique latine d'avoir en tête des populations indigènes qui revendiquent, qui manifestent, qui ne se laissent pas faire. Dans ces territoires-là, en fait, ils ont compris que finalement, par les manifestations classiques, ils n'arrivaient pas à grand-chose. Donc ils ont commencé par négocier. Ils négociaient avec les entreprises pour obtenir de l'argent. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à un moment récent. Aujourd'hui, en fait, ils sont passés à autre chose parce qu'il y a tellement de projets qu'ils se rendent compte que finalement, leur milieu de vie va être complètement détruit. Et donc, pour le coup, ils mettent en place des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'on a mis pour les entreprises un certain nombre de règles à respecter. Il va falloir faire une étude sociale, il va falloir mettre les gens autour de la table, des réunions publiques, etc. Et en fait, ils boycottent maintenant. Et donc, ils vont aussi chercher des solutions légales pour essayer d'éviter les affrontements, mais d'obtenir plus de résultats par la légalité et par le fait de ne pas répondre à des obligations, des obligations légales pour les entreprises. Donc avec des formes de résistance qui sont beaucoup plus fines que la simple manifestation d'un désaccord dans l'espace, où ils sont jamais gagnants. En fait. Donc on l'a vu à plusieurs reprises, effectivement, on est ici face à des déserts qui notamment vont avoir un rôle crucial, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Mais on peut également s'intéresser donc aux représentations relatives à ces déserts. On sait effectivement que c'est souvent très fécond en matière notamment d'imaginaire géographique, avec une dimension religieuse qui peut être également poétique, artistique et même touristique. Pensez-vous ou non que l'on peut considérer que l'image désormais de ces déserts de sel devienne celui d'un lieu des possibles? Alors, ces imaginaires du désert sont multiples sur le désert d'Atacama et je pense qu'on peut en faire une généalogie assez longue, y compris dans les représentations qu'en avaient les conquérants espagnols qui devaient traverser ces régions qu'ils appelaient des régions dépeuplées, los despoblados, sans utiliser le mot désert. Mais je pense qu'il y a... Et puis, il y a aussi un imaginaire qui est lié au début de l'exploitation minière, lorsque les premiers explorateurs, géologues commencent à parcourir ces régions-là. Vous avez des personnages qu'on appelle los catadores, ceux qui savent goûter, donc qui savent trouver des filons minéraux dans ces paysages. Donc, il y a toute une série d'histoires. De même, il y a toute une histoire autour de l'exploitation du salpêtre. Et tout à l'heure, on a vu les camps d'exploitation du salpêtre. Une des particularités de ces camps, c'est que même si ça fait 100 ans que le salpêtre n'est plus exploité, les camps sont toujours là parce que le milieu est tellement aride que tout s'y conserve. Donc certains, comme Humberstone, sont classés au patrimoine mondial de l'humanité comme témoignage de cette phase de la mondialisation qui a vu affluer aussi dans ces régions-là des populations européennes, notamment croates. Et puis, vous voyez, donc il y a tous ces éléments. Tous ces éléments dans les histoires, on va pouvoir peut-être voir sur d'autres planches. Cet imaginaire-là du désert fleuri, mais c'est peut-être pas celle-là, et qui est aussi mise en valeur dans le tourisme. On va construire progressivement, travailler ces imaginaires avec les différentes images. Vous voyez, on a aujourd'hui une route du désert qui relie les différents sites. Ces panneaux routiers qui évoquent le Condor, qui plane majestueusement sur les cimes.
et donc aussi cette faune particulière, et qui est déclinée dans les produits touristiques. Mais vous savez bien que la déclinaison touristique, qui est destinée d'abord aux autres qui viennent visiter le paysage, elle renvoie aussi aux habitants une image de leur propre territoire, qui vont faire découvrir, qui vont explorer, qui vont faire connaître, et qui permet aussi de mieux le comprendre, hein, parce que on parlait il y a quelques minutes des populations traditionnelles. Eh bien, on se rend compte, les archéologues nous expliquent en fait qu'il y a une occupation qui est plurimillénaire de ces sites. Donc ça aussi, ça fait réfléchir à ces adaptations, au changement du milieu. Et le désert n'a pas toujours été désert au sens où il est aujourd'hui. Et cette plongée dans le passé, c'est ce à quoi nous invitent aussi les observatoires astronomiques, hein, qui jalonnent ces contrées. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, on a un ciel où il n'y a jamais de nuages, des localités où, comme le disait Marie, il n'y a pas d'électricité, donc ça tombe bien, il n'y a pas de lumière la nuit, très peu. Et donc, ce sont des sites privilégiés pour le développement des observatoires astronomiques. Alors, c'est pas l'imaginaire, me direz-vous, c'est de la science, mais c'est une science qui fait rêver, celle des observatoires astronomiques. Donc là, vous avez à gauche, c'est ESO, c'est l'Observatoire européen qui fait de l'observation astronomique au sens dans le visible. Et puis à droite, c'est des photos de l'Observatoire ALMA, qui est un observatoire de radioastronomie qui est situé au-dessus de San Pedro d'Atacama, à plus de 5000 mètres d'altitude. Et cet observatoire, il permet aussi de plonger, hein, non seulement dans le ciel étoilé, qui est absolument spectaculaire lorsqu'on est dans ces régions-là, mais aussi dans le passé de l'univers, le passé le plus profond. C'est-à-dire que c'est à partir de cet observatoire en réseau avec d'autres observatoires astronomiques qu'on a pu observer il y a 2 ans, je crois, le premier trou noir dont on a vu les images. Donc c'est aussi un espace qui fait rêver par cette connexion, hein, qui s'établit entre les personnes qui le visitent et le cosmos à travers l'observatoire astronomique, à travers simplement l'observation du ciel. Et cette observation du ciel qui nous ramène donc à des âges passés, hein, révolus de l'univers, eh bien, on va la voir justement dans un très très beau film, que certains d'entre vous ont peut-être vu, de Patricio Guzmán, qui a une dizaine d'années. Hein, Patricio Guzmán est un réalisateur chilien qui fait un film magnifique sur le désert d'Atacama qui s'appelle Nostalgie de la lumière, où il explique comment justement dans le désert on va pouvoir explorer le passé de l'univers, des planètes, remonter le temps en remontant le fil de la lumière, mais aussi retrouver dans le désert les traces des événements historiques. Les événements historiques comme le moment de l'exploitation minière, comme le moment de l'exploitation du salpêtre, mais également on va retrouver les camps d'internement sous la dictature qui ont été également conservés, les fosses communes où les victimes ont été enterrées. Et donc dans ce désert, il y a des imaginaires de toute nature, hein, il y a des imaginaires qui font rêver, puis il y a aussi des présences qui sont beaucoup plus lourdes, qui renvoient à des moments tragiques de l'histoire du Chili. Je vois que le public s'enfuit. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de sortir pendant les conférences, pendant le film. On n'a pas le droit de rentrer au début, et après je pensais qu'on n'avait plus le droit de sortir. Ça doit plutôt être des conflits d'horaires. On a le droit de sortir. Voilà. Donc ce désert, il a aussi cette propriété, hein, peut-être d'autres déserts longs, mais ça, c'est quelque chose que nous, on perçoit beaucoup, c'est-à-dire de cette espèce de conjonction des temps passés, qu'on va tous pouvoir lire, et aussi des temps futurs, parce que tout ce dont on vient de vous parler, la transition énergétique, le cuivre, le lithium, les parcs solaires, c'est aussi le futur, hein, qu'on lit. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas là, pour moi, un espace d'expérimentation aussi de comment utiliser et habiter un territoire où les contraintes sont extrêmement fortes, comme on l'a fait
autrefois en développant de la petite agriculture, comme on l'a fait en installant les mines de salpêtre, comme on l'a fait avec aujourd'hui les éléments de la transition énergétique, mais qui nous donne une idée de peut-être ce qu'on va pouvoir faire ailleurs, comme un territoire d'expérimentation à des conditions climatiques extrêmes qu'on risque malheureusement de voir se répliquer et s'étendre dans d'autres territoires. Merci à tous les trois pour cette présentation. Nous disposons...